Salut les affreux, on se retrouve pour un compte rendu de bataille sur la règle Légion d'honneur. Bataille un peu particulière parce que, comme vous avez vu dans le synopsis, on a décidé d'essayer de rejouer Marengo en quelque sorte, en adaptant avec les effectifs et les règles de Légion d'honneur qui n'est pas adapté pour la période de 1800. Donc vous voyez ici les listes d'armées, donc ça faisait beaucoup de troupes, je ne vais pas les détailler, mais il y avait beaucoup de troupes en présence. Et on a décidé donc d'activer au niveau des brigades et pas au niveau des régiments. Donc c'était une carte pour une brigade, ce qui est un gros changement au niveau tactique et stratégique. J'y reviendrai plus en détail à la fin. Ici on voit la carte sur laquelle on a joué. Alors ça c'est la carte qu'on avait créée au départ, que j'ai créée au départ, mais en fait on l'a réduite pour faire un rectangle beaucoup plus serré. Et on a aussi rapproché le village de San Giuliano, qui était beaucoup moins sur l'arrière. On l'a mis à peu près au niveau de la route, pour pouvoir avoir une table plutôt rectangulaire et pour pouvoir jouer plus facilement et plus rapidement. On se retrouve tout de suite au tour 0, donc, qui correspondait au déploiement français. Et donc on voit ici toutes les troupes françaises qui sont déployées. Donc il y avait deux brigades de cavalerie avec des dragons et des chasseurs, ainsi que de la grosse cavalerie. Donc on a pris du cuirassier pour simuler la grosse cavalerie de l'époque. Il y avait des bataillons, enfin des régiments de légers à 2 bataillons, des régiments de ligne à 2 bataillons. Il y avait en tout donc 2 brigades d'infanterie, 3 brigades de cavalerie et de l'artillerie en avant-garde qui était à un bataillon, enfin une UA à cheval toute seule, c'est-à-dire une seule unité d'artillerie au lieu de 2 habituellement sur Légion d'honneur. Donc on voit ici toutes les troupes déployées. Donc c'était la zone de déploiement française. Et ensuite, c'était au tour 0. Et ensuite venaient se déployer, venaient entrer les Autrichiens de l'autre côté de la table. Donc là on se situe au niveau de l'est de Marengo. On voit tout au fond là-bas le village d'Alexandrie. On voit ici les divisions, les bataillons de ligne français. Avec les légers au milieu. Et on voit le village de Marengo sur la gauche là. Voilà, ici ça c'est le village de Castelserialo, donc c'est ainsi qu'on a nommé la bataille pour changer un peu de Marengo, avec ici une brigade composée d'un régiment de chasseurs et d'un régiment de dragons qui va venir essayer de prendre, de venir encercler l'armée autrichienne qui va arriver en face par les faubourgs d'Alexandrie qu'on voit tout au fond là-bas. J'avais mis une figurine sur le pont juste pour faire joli. Il y avait 2 ponts pour franchir la Bormeda. La rivière était franchissable. Alors on avait utilisé notre règle habituelle, c'est-à-dire on vient en contact sur la rivière et on passe un tour pour la traverser. Ça nous prend un tour complet pour la traverser. Et une fois qu'on a traversé la rivière, on se retrouve avec une fatigue. Et on ne peut rien faire d'autre que de la traverser. On ne peut pas traverser chargé, traverser tiré, on ne peut pas. On ne fait que traverser sur un tour complet. Donc on voit ici une vue panoramique de la table avec les villages de Castelserialo, Marengo et San Giuliano et les faubourgs d'Alexandrie. On voit le déploiement français avec les 2 brigades de cavalerie de chaque côté. Et donc les faubourgs d'Alexandrie par où vont arriver les Autrichiens dès le tour 1. Donc une première partie des Autrichiens qui va arriver par ce côté-là et qui va devoir venir être si possible offensif parce que en début de partie l'Autrichien est en sureffectif. Mais ça va vite changer au cours de la partie. On se retrouve à la fin du tour 1 où on voit les troupes autrichiennes qui sont entrées. Donc il y avait côté gauche 2 régiments de hussards, 2 bataillons de Grenzer, donc voilà le 2e régiment de hussards, 2 bataillons de Grenzer que j'ai placés en tirailleurs devant les forces, une batterie d'artillerie à pied avec du 6 livres, une brigade, une division complète d'infanterie, avec 5 ou 6 bataillons d'infanterie, un gros régiment de dragons à 3 escadrons, des bataillons à 30 et à 20 figurines, voilà. Tout ça rentrait en même temps, côté autrichien, et côté français, donc il n'y avait rien de plus qui devait rentrer. Par contre, il pouvait commencer à activer ses unités et à les déplacer. Donc on voit ici Eric qui a déplacé sa brigade de cavalerie, avec ses 2 régiments de dragons et son régiment de chasseurs à cheval, sur la gauche française. Donc il les a déplacés, il est venu nous menacer en vue de nous ralentir tout simplement.
On voit ici les brigades d'infanterie qui viennent prendre Marengo, attaquer Marengo, et qui étaient assez offensives sur les premiers tours de jeu. Moi j'étais assez surpris de les voir aussi offensifs. On voit les cuirassiers à l'arrière qui attendent leur moment pour attaquer. Donc il y avait un régiment, 2 escadrons et un escadron tout seul. Les unités indépendantes de voltigeurs qui étaient en place, donc il y a eu une petite erreur en début de partie, puisque les Français avaient constitué ces unités à partir des divisions, alors qu'il faut le faire à partir des brigades. Ce qui fait qu'ils avaient des unités indépendantes un peu trop grosses. On a corrigé en cours de partie, ça n'a rien changé au cours de la partie, hein, rassurez-vous. L'artillerie qui s'est mise en place, l'UA individuel, on va dire, en place. Et sur la droite, le régiment de chasseurs et l'escadron de dragons. C'était un régiment, un escadron, qui viennent se déployer sur la droite pour venir menacer l'Autrichien. Tout ce qui est haies et petits décors n'avait aucune influence sur le jeu, à part les vignes que vous voyez ici de chaque côté de la route. Celles-là avaient un impact sur les charges de cavalerie. On se retrouve fin du tour 1 en vue panoramique, donc on voit les Autrichiens qui entrent, avec l'avant-garde, les régiments de hussards. Sur la droite, les bataillons de ligne avec le régiment de cavalerie qu'on voit pas bien ici parce que c'était un peu écrasé par la vue panoramique. Et on voit en face donc tous les Français qui avancent, avec la cavalerie qui vient se déployer surtout sur la droite et sur la gauche. Fin du tour 2 où le reste des Autrichiens rentraient sur la table. Donc ça correspondait à peu près à une dizaine de bataillons de ligne, entre 30 et 20 figurines par bataillon. Une batterie d'artillerie et un régiment de cavalerie, un régiment de dragons à 2 escadrons, qu'on va voir un peu plus loin. Donc voilà, du coup là, à ce moment-là de la partie, toutes les forces autrichiennes sont sur la table, et là on est vraiment en surnombre par rapport aux Français. Donc à nous maintenant d'être très offensifs, hein, puisque c'est moi et Fred qui commandions les Autrichiens, ou Fred et moi, pardon, et il nous fallait être très offensifs. D'ailleurs on voit ici le premier régiment de dragons à 3 escadrons qui a traversé déjà la rivière, donc comme je vous disais, il a mis un tour pour traverser, et à la fin de ce tour pour traverser, donc le cul du régiment est contre la rivière. Un peu plus à droite, on voit les bataillons d'infanterie et un énorme régiment de cavalerie qu'on verra un peu mieux en vision panoramique. Donc on voit ici les dragons qui ont traversé. Et il y avait un peu plus à droite, donc il y avait un énorme régiment de cavalerie à 6 escadrons. Donc c'était une pièce maîtresse de notre effectif, de notre déploiement. On va voir plus loin, plus tard, comment Fred l'a utilisé. On passe côté français, donc on voit les régiments de dragons qui eux se sont avancés aussi. Donc il va certainement se passer quelque chose à ce niveau-là. Le deuxième régiment de dragons qui est avancé, les chasseurs plus carrément sur l'extrême gauche française, pardon, excusez-moi. Et tout ce petit monde là va bien nous embêter. On voit que Marengo est bien investi par les troupes françaises avec des régiments de ligne et des régiments légers qui ont investi les bâtiments. Le reste des troupes françaises s'est avancé, les régiments de cuir se préparent, ils sont à leur place, hein, c'est de la réserve, c'est la cavalerie lourde, on ne l'utilise pas n'importe comment. Donc là, Eric a bien joué historique en les mettant bien derrière l'infanterie pour voir ce qui va se passer et pour pouvoir attaquer au besoin. Les voltigeurs qui se avancent, donc il va y avoir des tirs un peu partout dans les tours qui vont suivre. Et en face, il y a les lignes de Grenzer en tirailleurs elle aussi, avec un demi-régiment de chasseurs autrichiens qui est sur la droite là, et à la gauche autrichienne. Donc les bataillons légers qui s'avancent, l'artillerie française qui s'est mise en place, mais il n'y avait qu'un seul canon, donc c'était pas trop dangereux encore, il y avait moyen de le gérer. Et la cavalerie, donc comme je disais auparavant, la cavalerie française qui s'avance pour eux aussi nous ralentir. Le but du jeu pour eux au début de la partie, c'était nous ralentir parce qu'ils étaient vraiment en sous-nombre et ils devaient attendre que leur renfort arrive. Et ici, donc on voit l'avant-garde de tout à l'heure avec les Grenzer. On voit ici, donc on est très près les uns des autres, on va arriver à se tirer dessus dans pas longtemps. Donc beaucoup de belles choses qui devraient arriver dans les tours à venir avec toutes ces troupes les unes près des autres. La vue panoramique où on voit donc toutes les troupes autrichiennes qui sont maintenant sur la table. Comme je vous disais sur l'aile droite, l'énorme régiment de cavalerie à 6 escadrons. On a rarement joué des régiments aussi gros, mais ça correspond vraiment historiquement aux effectifs autrichiens. Le régiment de dragons autrichien qui a passé la rivière et qui vient en face des dragons français. Et puis toute l'infanterie et tous les canons autrichiens qui sont en place maintenant sur la table. Côté français, on voit que les Français ont bien avancé au centre. Et on voit donc la cavalerie sur la droite et sur la gauche qui vient se mettre en place aussi pour toujours ralentir l'Autrichien.
Fin du tour 3, il va se passer pas mal de choses. Ici, sur la gauche autrichienne, on voit les hussards qui sont passés devant les dragons. On est encore derrière la rivière, mais on va essayer de traverser malgré les tirs de canon qu'on prend. Un autre escadron de dragons qui est en réserve. Ici, au niveau des chasseurs et tout ce qui est voltigeur, ça a tiré. Alors ici au centre, vous allez voir, je fais un arrêt sur image. J'ai placé mes Grenzers en colonne par division, parce qu'en colonne d'attaque, ça passait pas. Vous savez qu'il faut se replacer par rapport au centre de l'unité. Et donc je me suis retrouvé dans cette position-là, pas très à l'aise, mais il fallait que je fasse ça pour pouvoir avancer et créer une menace sur les voltigeurs français. Donc je me suis mis dans cette position en vue de passer et d'essayer d'attaquer et aussi de permettre aux hussards qui sont à l'arrière de passer. Les batteries se sont mis en place, les autres Grenzers sont au niveau de la rivière pour pouvoir tirer, et tous les régiments d'infanterie qui n'ont pas pu tous être activés sur ce tour-là, je crois. Donc eux ils sont restés derrière, avec un petit peu de marge entre les unités. On voit sur la droite il y a un régiment, un escadron, et ici donc il y a eu la charge de cavalerie. Donc les dragons autrichiens ont attaqué les dragons français. Ils ont fait 4 pertes donc, sur l'attaque. Donc ils avaient 4 dés plus il y avait 10 dés d'attaque. Les Français ont fait 7 pertes par contre. Ça a été très très violent. Sur 10 dés, ils ont fait 7 pertes. Donc ça a été une victoire française. Du fait d'avoir eu 7 pertes, on va voir les résultats. Le régiment de dragons s'est retrouvé donc bien entamé. Donc les dragons français, ils enlèvent les 4 pertes, donc ils se retrouvent plus qu'à 6 figurines. Et le régiment autrichien, lui qui était à 12 figurines, se retrouve plus qu'à 12 moins 7, je vais y arriver, 5 figurines. Voilà, excusez-moi. Donc 5 figurines, il est inférieur à la moitié de son effectif de départ. Donc, quelles que soient les résolutions, fatigue, désordre et compagnie, ce régiment se retrouve en déroute. Donc, on met un désordre de chaque côté, on met une fatigue de chaque côté, on rajoute un désordre sur le régiment qui a perdu, donc en l'occurrence les Autrichiens, et là ils sont en déroute. Donc, ils se retournent. Le Français choisit de ne pas poursuivre. Bon, ça c'était son choix, moi j'aurais fait. Il choisit aussi de ne pas faire une retraite en bon ordre, parce que s'il l'a raté, il avait un désordre supplémentaire et c'était assez risqué du fait qu'il ait eu pas mal de pertes et qu'il se soit retrouvé réduit. Donc il n'a pas voulu le tenter, il est resté là. L'Autrichien, lui, a fait sa déroute, donc il jette 2d6 qui rajoute à son mouvement de base. Ça lui a fait un mouvement de 18 pas de mémoire. Et on va voir ici qu'il va faire son déplacement. Et il va se retrouver il va se retrouver contre la rivière. Du coup, il s'arrête au bord de la rivière. Voilà. Donc là, il fait ses 18 pas et personne ne le poursuit. Moi, personnellement, j'aurais tenté, si j'avais été français, j'aurais tenté la retraite en bon ordre. Parce que là où il était, il craignait pas grand-chose. Il n'y avait pas de menace. Il aurait peut-être pris un désordre supplémentaire s'il avait échoué. Mais de toute façon, ce régiment-là, on va dire qu'il ne pouvait plus beaucoup servir pour le reste de la partie. Donc, tant qu'à tenter quelque chose, autant tenter la retraite. Poursuivre, ça aurait été dangereux. Il se serait retrouvé isolé au milieu des troupes autrichiennes, donc ça aurait été dangereux. Donc voilà, on se retrouve, on voit le dragon ici qui a dérouté, pardon. Ça va entraîner des tests au tour suivant pour les autres unités qui sont aux alentours. Le canon autrichien qui s'est mis en place, les canons autrichiens sont mis en place, ils ont tiré sur l'autre régiment de dragons. Et ici, donc, on voit tous les troupes autrichiennes qui s'approchent, qui vont essayer de passer la rivière. C'est l'apéro qu'on a pris à midi, il était aux alentours de midi à ce moment-là. Donc, on voit ici le régiment de dragons qui s'est mis en ligne, mais qui a quand même pris des dégâts. Il a pris 2 pertes de mémoire, non, une perte, pardon. Ce qui était déjà pas mal sur 2 tirs. Et ici, les chasseurs qui sont fourrageurs et qui vont venir bien nous ennuyer sur cette aile gauche. Et ensuite, on voit toute la division LAN qui est rentrée, c'était le tour 3. Hein. Donc la division qui est rentrée ici, donc ça fait un gros effectif aussi qui rentre. Je vous dirai plus tard le nombre de bataillons qui sont rentrés. Je pense qu'il y a bien une dizaine de bataillons qui rentraient à ce moment-là aussi côté français. Et c'était pas encore tout l'effectif français qui était sur la table. Hein. Au niveau du centre, Marengo est pris, désormais c'est sûr et certain, il y a 2 maisons occupées par les bataillons français. Ensuite, au niveau plus sur la droite, au niveau du centre, les voltigeurs donc s'avancent et font du tir
Donc on voit ici les bataillons de ligne avec les cuirassiers qui commencent à se présenter sur la route là. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, donc ils viennent se placer au milieu du déploiement. Sur la droite, l'infanterie s'avance. Au centre, il y a un bataillon qui s'est mis en carré, en voyant les hussards qui étaient de l'autre côté de la route, de la rivière. Ils se sont mis en carré en ayant peur d'une charge certainement. Et on voit des tirs de partout, des tirs d'artillerie, des tirs de voltigeurs avec des pertes bien sûr de part et d'autre. Ici sur la droite, le régiment de chasseurs s'est mis en ligne. Je pense que c'était pour faire un tir et puis surtout pour pas subir trop de tirs. Et le dernier escadron de dragons qui lui derrière, qui attend sagement et qui vient couvrir le trou qui était un peu en place. Ici donc on voit la cavalerie autrichienne qui est en place, qui est prête à traverser la rivière. Et tout ce beau petit monde va pas tarder à traverser et à se crêper le chignon comme on dit. La vue panoramique donc de la fin de ce tour 3, donc c'est un peu en vrac là, on voit bien à droite donc le régiment de dragons qui commence à s'avancer, on voit les dragons qui ont perdu le combat, qui sont en déroute au niveau de la rivière, tous les tirs au niveau du centre entre les tirailleurs, entre les Grenzer et les tirailleurs français, les tirs d'artillerie à droite autrichiens et à gauche français, et on voit aussi la cavalerie autrichienne à gauche qui commence à s'avancer aussi pour créer une menace, pour faire face à la cavalerie française qui est sur la droite du dispositif français. Fin du tour 4, où encore beaucoup de choses vont se passer. On est toujours sur la gauche autrichienne, la droite française, on voit les Français qui se sont avancés. Le régiment de dragons, lui, autrichien, s'est avancé, a pris un tir, donc a perdu une figurine, est fatigué parce qu'il a traversé la rivière, comme je vous expliquais avant. Un peu plus au centre, on voit tous les tirs, mais tout ce qui est tirailleurs autrichiens a traversé la rivière. Les Grenzer ont également traversé la rivière, ils ont pris du tir, ils ont pris de la fatigue, donc de l'accablement, mais ils sont quand même en position de force par rapport aux voltigeurs. Il y a toujours le carré français qui est en place et les cuirassiers qui s'avancent. Ils vont certainement faire quelque chose dans pas longtemps. Les très beaux cuirassiers français. On voit donc du côté de Marengo, tout le monde est en place. Et on voit ici aussi les tirailleurs français qui font face aux tirailleurs, aux Grenzer en fait, autrichiens, qui ont eux aussi traversé la rivière. Donc tout ce beau petit monde est face à face maintenant, et du coup il y a des menaces de part et d'autre, donc certainement dans les tours qui vont arriver, ça va devenir très très intéressant, même si la partie était bien avancée, la journée surtout était très bien avancée. Côté droit, Fred a reformé son énorme régiment de dragons, parce qu'il était complètement coincé derrière l'infanterie, et c'était dommage parce que c'était vraiment une très grosse force de frappe, et on n'a pas très très bien utilisé. Les chasseurs français sont là, ils viennent bloquer en fait toute l'aile droite autrichienne avec très très peu de troupes. Une brigade de l'âne n'a pas pu être activée ce tour-ci, donc elle est restée coincée à l'arrière. L'autre brigade a pu avancer, donc ça fait beaucoup de bataillons. Marengo, comme je vous l'expliquais au tour précédent, est bien occupé et je pense qu'on n'arrivera pas au niveau autrichien à les déloger. On voit le centre ici avec tous les tirs qui ont lieu. Des tirs de part et d'autre avec des pertes un peu de pertes à chaque fois, une ou deux figurines maximum, pas vraiment de quoi changer le cours de la partie, mais bon, au fur et à mesure ça fait des pertes et puis ça devient intéressant. Une dernière batterie d'artillerie qui rentre sur la table à ce moment là aussi côté français, puisque c'est le tour 4 et c'est là où ils rentraient tout le reste de leurs troupes, donc beaucoup de troupes sur la table. Et on voit ici à la droite la cavalerie française qui est en face de la cavalerie autrichienne. On va voir ce qui va se passer dans les prochains tours. La vue panoramique classique, un peu sombre parce qu'on était dans un garage pas très bien éclairé, mais on arrive quand même à voir ce qui est intéressant. Donc on voit sur la droite le régiment de dragons autrichien qui est prêt à traverser la rivière sur 2 lignes. On voit tout le centre où les tirs de tirailleurs entre français et autrichiens continuent d'avoir lieu et les pertes associées. Sur la gauche, on voit les 2 cavaleries françaises et autrichiennes qui se font face vis-à-vis et de l'autre côté de chacune. Enfin, les Autrichiens ont traversé la rivière, pardon, excusez-moi. On voit aussi que le régiment de dragons qui était en déroute, continue sa déroute, fait tester les troupes aux alentours, mais il n'y s'est rien passé à ce tour-là. Il y aura des tests encore au tour suivant. Et on voit surtout que tout le monde est très près les uns des autres et il va se passer certainement beaucoup de choses dans le 5e tour, qui sera probablement le dernier tour vu l'avancement de la journée.
Fin du tour 5 et fin de la partie. Les Autrichiens ont passé la rivière. Ils ont fait partir les chasseurs. Ici, les dragons français ont chargé les dragons autrichiens. C'était les dragons qui venaient juste de traverser la rivière, donc ils avaient un pion fatigue. Sur le combat, les Autrichiens ont subi 4 pertes de mémoire et les dragons ont subi 3 pertes. Sachant que les dragons avaient une compagnie d'élite, donc ils combattaient, il y avait 2 figurines qui combattaient à 3+, et tout le reste, et les 3 autres figurines combattaient à 4+, et côté autrichien, il y avait donc les 7 figurines qui combattaient à 4+, puisqu'elles étaient fatiguées, alors qu'elles ont un physique de 5, donc le physique de 5 moins la fatigue, ça fait un physique de 4. Donc 4+ pour l'autrichien, 3+ et 4+ pour le français. Bilan, donc 4 pertes pour l'autrichien, 3 pertes pour le dragon français. Les résultats de ce combat, du fait que chaque unité a perdu plus de la moitié de son effectif, donc le français et l'autrichien se retrouvent tous les deux en déroute et donc ils vont fuir tous les deux vers leur bord de table. Donc en gros un combat qui n'a pas servi à grand chose, si ce n'est ralentir l'avance autrichienne. Donc on voit ici le déploiement, les hussards sont prêts à venir passer la rivière, le deuxième régiment de dragons lui est passé. Au niveau artillerie, seul l'obusier qui était sur la gauche a pu tirer, l'autre était masqué par les troupes amies, donc les dragons ont traversé. Et ici au centre on va voir un autre combat, puisqu'on a fait faire un combat, une charge de cuirassiers français contre les Grenzer autrichiens. Alors on a considéré que les cuirassiers pouvaient passer à travers les voltigeurs français. On a estimé qu'en gros, historiquement, les voltigeurs s'écartaient, laissaient passer la charge de cavalerie qui venait taper les Grenzer. En fait, on n'avait pas le droit de faire ça. Dans la règle, c'est plus ou moins expliqué, mais les auteurs de la règle nous l'ont bien expliqué après la partie. On l'a quand même joué comme ça. Donc en gros, ici, les cuirassiers, un seul escadron, venaient taper en premier lieu. C'était pas un combat simultané, c'est les cuirassiers qui tapaient en premier. Et ils tapaient, ils avaient un physique de 5 contre des Grenzer qui étaient à 4. Donc ils venaient taper sur du 3+. Voilà. Et donc il n'y avait pas de malus, pas plus de malus que ça, si ce n'est l'accablement. L'accablement ne joue pas sur le combat. Seule la fatigue joue sur le combat. On voit ici les résultats donc, de ce combat. Les Grenzer ont pris 8 pertes en tout, entre l'impact et la résolution du combat. Et donc se retrouvent en fuite, réduits, fatigués, en désordre, enfin la totale. Là où les cuirassiers se retrouvent juste fatigués et en désordre suite au combat. Donc les Grenzer avaient 2 désordres plus une fuite. Ils ont la place de fuir sur la gauche des hussards qu'on devine en bas de l'image. Et par contre il y aura des tests psy pour les troupes aux alentours. On revient sur la vidéo, on voit donc les Grenzer qui fuient, les cuirassiers qui les ont poursuivis. Donc là ils sont menacés directement par les hussards. Bon, comme c'est la fin de la partie, on n'aura pas le temps de voir ce qui se passe derrière, mais là ils se sont un peu engagés un peu loin, je trouve, les cuirassiers, mais enfin bon, c'est comme ça. Le test ici a été raté, donc il y a un bataillon qui fuit, qui traverse un autre bataillon, qui met tout ce petit monde en désordre. Un peu plus à droite, on a les canons ici qui ont tiré sur les voltigeurs, qui ont fait des gros dégâts. Les voltigeurs se retrouvent réduits sur ce coup-là, ils sont plus que 5 alors qu'ils étaient 8 au départ. Donc c'est des tirs sur plusieurs tours, hein, d'accord? Mais là, à la fin de la partie, ils étaient réduits. Deuxième combat sur ce tour-là, qui en a eu beaucoup, où les Grenzer autrichiens ont chargé les tirailleurs, les voltigeurs français, pardon. Donc les voltigeurs ont dû en premier lieu faire un test de peur, parce qu'ils étaient, les Grenzer étaient 2 fois plus nombreux que les voltigeurs. Ils ont réussi leur test de peur, donc ils sont restés au combat. Et donc les voltigeurs, les tirailleurs, je vais y arriver, les Grenzer autrichiens, excusez-moi, sont venus au contact des voltigeurs français pour un combat épique. Donc on voit ici le résultat des pertes. Les Grenzer ont fait 6 pertes et les voltigeurs en ont fait 5. Ayant plus de la moitié de leur effectif éliminé, les voltigeurs sont partis en déroute, ils n'étaient que 8. Hein. Ils sont partis en déroute. Et par contre, c'est des tirailleurs, donc ça n'entraîne aucun test psy aux alentours, sauf pour d'autres tirailleurs. Donc le combat a été gagné par les Grenzer. Je ne sais pas si les Grenzer avaient la possibilité de poursuivre, je crois que c'est que la cavalerie qui a cette possibilité-là, à vérifier. En tous les cas, les Grenzer sont restés en place et ils ont gagné ce combat.
Retour sur le reste de la table. Donc ici on voit les Grenzers qui sont en place. On voit ici les voltigeurs donc, qui sont partis en déroute au milieu des troupes françaises, mais ça n'a aucun impact pour les troupes formées. Le village de Marengo, lui, il est bien occupé par les Français et on n'aurait pas réussi à les déloger, je pense pas. Malgré que derrière cette ligne de Grenzer, on voit tous les bataillons de ligne autrichiens, on les voit ici, prêts à traverser. Ça fait beaucoup de monde quand même qui pourrait arriver. Avec de l'artillerie aussi qui était en place. Là, ce sont les pertes, les Grenzer qu'on voit ici, ce sont les pertes du combat tout à l'heure, les 5 pertes. Et donc ici, on voit tous les bataillons, 20 figurines ou 30 figurines. Ce bataillon-là est parti en fuite suite à la déroute des dragons de tout à l'heure. Ils ont testé, ils ont raté. L'artillerie, elle a testé, elle a tenu. Elle a fait un tir. Et sur ce tir, elle a tiré sur le dragon, le régiment de dragons qui avait combattu tout à l'heure. Et il a fait 2 pertes. Et en faisant ces 2 pertes, les dragons se sont retrouvés inférieurs à la moitié de leur effectif. Et donc sont partis en déroute. Donc tout ce qui a testé autour a tenu. On voit ici les derniers bataillons autrichiens qui sont en place, qui veulent aussi traverser. Et Eric a fait quelque chose de particulier, c'est qu'il a chargé par anticipation. C'est-à-dire qu'il pensait que les Autrichiens allaient traverser, et il a lancé ses cavaleries à la charge. Donc en fait, là, ils auraient dû être en désordre à l'arrivée. Je ne sais pas si on peut le faire, ce truc-là. Mais en tout cas, lui, il a lancé des charges par anticipation. Ici, on voit le reste des divisions françaises qui sont rentrées sur la table, qui avancent. Je pense que s'il y avait un combat là, avec 1 ou 2 tours supplémentaires, il y aurait certainement eu des combats d'infanterie, ça aurait été assez intéressant. Donc on voit ici, côté français, les brigades de Lannes et les brigades qui, en 1800, étaient celles de Dessex, qu'on avait renommé, je ne sais plus comment, pour cette partie, qui arrivent sur la table. Le reste ici arrive aussi au niveau du centre français. Il y a des bataillons qui sont en place dans les maisons. Les légers sont en place. Tout ce joli petit monde est bien en place au niveau de la table de jeu. Voilà. Donc, belle partie. Hein. Beaucoup d'effectifs sur la table. Beaucoup de combats. Beaucoup de tirs. Des tests, enfin des points de règle un peu particuliers, comme la charge à travers la voltigeur, qu'on a estimé jouer comme ça alors qu'il ne fallait pas la jouer comme ça. Et on voit tout le monde en train de ranger ses figurines, puisque la journée est bien entamée. Beaucoup d'unités sur la table, j'en parlerai un petit peu plus tard. La dernière vue panoramique de cette journée de combat, on voit donc à gauche les dragons qui sont partis de part et d'autre en déroute. On voit au centre donc les Grenzers qui partent en fuite avec les cuirassiers qu'ils ont poursuivis et les hussards autrichiens qui ont réussi à traverser, donc il y a une menace à ce niveau-là. On voit les Grenzers qui étaient en place, là on ne les voit plus, ils ont été enlevés, mais ils étaient en place et qui ont gagné leur combat contre les voltigeurs français. Les bataillons autrichiens qui ont commencé à traverser la rivière. Et les charges abortées, qui ont échoué côté français, les charges des dragons qui ont échoué. On voit aussi les dragons autrichiens qui étaient prêts à traverser la rivière. C'est pour ça que s'il y avait eu 1 ou 2 tours de plus, ça aurait vraiment été intéressant, parce que toute l'infanterie autrichienne aurait traversé. Les dragons autrichiens auraient traversé aussi, il y aurait eu une belle menace. Je pense qu'il aurait fallu quand même 2 tours. Mais il y aurait eu vraiment des gros combats, des grosses prises de bec dans les tours qui auraient suivi. Malheureusement, la journée était trop avancée, on n'a pas eu le temps de finir. On a commencé à 9h du matin, on a pris beaucoup de temps pour manger à midi, un peu trop. Et on n'a pas eu le temps de finir. Là, il était quand même presque 19h qu'on a arrêté à ce niveau-là et qu'on a tout rangé. Voilà une bien belle photo où on voit tous les belligérants. Donc à gauche les Autrichiens, Fred et Mapom. Et à droite les Français avec Raphaël sur la gauche et Eric sur la droite. Je reviens vite fait sur le nombre d'unités qu'il y avait sur la table. On a activé au niveau de la brigade. Parce que tout simplement, on avait plus de 54 unités sur la table quand même de part et d'autre. Et donc il n'y avait pas assez de cartes pour activer toutes les unités. C'est pour ça qu'on a activé au niveau de la brigade. L'inconvénient ou l'impact que ça a, cette activation-là, c'est qu'il faut réfléchir au niveau tactique. Parce qu'en activant au niveau de la brigade, vous activez toutes les unités d'une brigade. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une charge de cavalerie qui appartient à une brigade, il faut bien anticiper que toutes les autres unités de cette brigade vont être activées elles aussi. Donc l'aspect tactique est complètement différent, il faut bien prendre ça en compte, je vous le dis si vous vous amusez à faire ça. Mais c'est super intéressant et ça permet surtout de faire des très grosses batailles comme on vient de faire là. Voilà, ça c'est un petit aparté, prenez bien ça en compte, c'est important, l'aspect tactique est vraiment différent.
Un dernier petit truc que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, même si cette bataille qu'on a jouée là n'a jamais eu lieu, on a quand même joué historique, on a joué avec des listes historiques qu'on a adaptées à LH forcément, puisque l'époque n'était pas la même, mais ce sont des brigades et des divisions et des corps d'armée qui ont réellement existé. Et je vous invite fortement à jouer dans ce genre-là, dans le genre historique. LH, Légion d'honneur, est fait pour ça. Les auteurs le revendiquent, et nous on fait plus que de l'historique quasiment au niveau des voltigeurs occitans, et je vous confirme que LH est fait pour ça. Il y a des petits points qui sont un peu particuliers, ce sont des partis pris, j'en ai déjà parlé. On verra sur la V2 comment ça évolue, mais je vous invite fortement à jouer historique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une bien belle partie, on s'est éclaté comme des fous. Je vous invite à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les affreux, à bientôt.